Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui, on parle de sexisme en politique. Après l'affaire Denis Baupin, 17 anciennes ministres ont co-signé un appel contre le harcèlement. Marie-Lise Lebranchu, députée du Finistère et ancienne ministre, a signé cet appel. Elle est notre invitée. Bonjour Madame Lebranchu. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On parle avec vous de ce sujet dans un instant. Et puis ce week-end, c'est la nuit des musées. Une bonne dose de culture à consommer sans modération. Mathilde Pigalet du musée des Beaux-Arts de Brest et Fabienne Ruelland du musée des Beaux-Arts de Quimper sont avec nous. Bonjour mesdames. Bonjour. Et on parle avec vous de cet événement dans un instant, mais juste avant, le point sur ce qui a fait l'actualité dans le Finistère et en région ce vendredi 20 mai. Pas plus de 20 litres de carburant par véhicule. Le préfet du Finistère a pris cette mesure de rationnement ce vendredi pour l'ensemble du département. Résultat, ces files de voitures devant les stations essence du Finistère. Depuis 3 jours, le dépôt pétrolier de Lorient est bloqué. Les camions ne peuvent plus alimenter les stations-service de Bretagne. Et il y a la queue aussi devant le dépôt de Brest. Ce vendredi, une cinquantaine de camions-citernes sont venus s'approvisionner. Ils sont ensuite partis livrer l'essence dans des stations du Mans jusqu'à Nantes. Les stocks d'essence de la cité du Ponant permettraient de tenir une dizaine de jours. En bref, toujours, les ATSEM de Brest suspendent leur mouvement de grève. Cela faisait 5 semaines que le personnel des écoles débrayait lors de la pause méridienne, ce qui n'a pas été sans conséquence pour les parents et les enfants de la ville. Dès lundi, les enfants devraient donc pouvoir retourner à la cantine. Il y avait un risque de pourrissement du conflit. Nous suspendons cette grève dans un souci d'apaisement, a déclaré la CGT ce vendredi. Et depuis le 2 mai, dans le Finistère, le transfert des détenus n'est plus effectué par la police ou la gendarmerie, mais par l'administration pénitentiaire. Les manques de moyens et de personnel sont importants depuis cette décision. Les explications de Frédéric Lorenzo. Un détenu suspecté de trafic de drogue, remis en liberté faute d'être présenté à un juge dans les délais légaux. C'est l'une des conséquences désastreuses de la réforme du transfèrement des détenus en Bretagne. Celui-ci n'a pas pu être extrait ni par l'administration pénitentiaire ni par la gendarmerie nationale qui avait été requise. Et l'individu a également refusé la visioconférence. À partir de là, le juge des libertés de la détention a estimé que la procédure n'était pas régulière puisque la personne n'avait pas pu être présentée devant lui. Nous avons donc pu que constater que cet individu devait être remis en liberté ce jeudi, faute d'avoir pu être présenté au juge. Des conditions insurmontables qui se répètent depuis le 1er mai. Depuis cette date, gendarmes et policiers ont laissé la place à l'administration pénitentiaire dans les escortes des détenus entre prison et tribunaux. Moins de 15 fonctionnaires basés à Lorient doivent assurer le transfèrement des détenus pour tout l'ouest de la Bretagne. À l'heure actuelle, lorsque j'ai besoin de faire extraire un détenu de la maison d'arrêt, c'est 2 ou 3 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui partent de Lorient, qui viennent à Brest 2 heures de route pour faire une extraction et un trajet qui va durer un quart d'heure entre la maison d'arrêt et le tribunal de Brest. Et ils ne sont que 13, là où auparavant il y avait à peu près, bon an mal an, une cinquantaine de gendarmes ou de policiers qui consacraient à ce travail. Reste le recours à la visioconférence pour éviter les déplacements. Problème, certains magistrats la refusent et les avocats doutent de ce système pour mener à bien la défense de leurs clients. En ce qui concerne les avocats, la difficulté c'est de pouvoir rencontrer les clients. Très souvent on est désigné très tard par rapport à l'audience, avec pour nous à notre agenda un certain nombre d'autres obligations, à commencer par d'autres audiences qu'on ne peut pas décaler. Et puis les détenus que nous défendons ne sont pas toujours incarcérés à Brest non plus, donc ça nous obligerait à aller à Rennes, à Saint-Brieuc, à Plomeur, pour préparer des audiences. Donc c'est pas possible. La direction ouest de l'administration pénitentiaire va-t-elle bénéficier d'une part des 108 millions débloqués lundi par le ministre de la Justice, le Finistérien Jean-Jacques Urvoas? C'est peu probable. Il s'agit surtout de payer des frais de justice bloqués pendant des mois. Et on ouvre une page société avec ce que l'on appelle déjà l'affaire Denis Baupin. Début mai, Mediapart et France Inter recueillaient le témoignage de plusieurs femmes qui prétendent avoir été harcelées par le député écologiste. Depuis, une enquête préliminaire a été ouverte, mais les femmes politiques se sont indignées et vous en faites partie, Marie-Lise Lebranchu. Vous avez signé une tribune dans le journal du dimanche avec 16 autres anciennes ministres. Vous êtes dans le milieu de la politique depuis près de 30 ans, élu local, ministre. Est-ce que personnellement vous avez été victime de petites phrases, de harcèlement?
Alors, les petites phrases, oui. De quel genre? Du genre, puis retourne à la maison, va t'occuper de tes gosses. Enfin, maintenant, c'est plus difficile parce qu'ils savent que c'est. Mais sois grand-mère, ça existe encore. Hein. Ou alors des tentatives. Quand j'étais plus jeune, maintenant, ça commence à ralentir. Je vous dis tout. Mais bon, déplacement collectif dans un car, la main sur le genou, donc il faut prendre la main et la remettre à côté. Vous réagissiez, vous? Moi, oui. Ouais. C'est-à-dire que cette main, elle n'est jamais revenue. Hein. Alors, il faut faire la part des choses entre guillemets, permettez-moi l'expression, la drague. Bon, après tout, drague voilà. mal placée, ouais. Et puis, cette espèce de vocabulaire un peu graveleux, que je trouve vulgaire. Des phrases, moi j'étais choquée quand les chasseurs avaient fait des dessins absolument obscènes avec Dominique Voynet, c'était horrible. Quand Cécile Duflot en parlera mieux que moi, un jour où elle met une robe, alors tout ce qu'il y a de plus classique est fermé, oui, ça on se rappelle de la polémique que ça avait eu à l'Assemblée nationale. Pendant des interventions, c'est comment t'es habillée aujourd'hui? On n'entend pas ça pour un homme. C'est pénible, ça c'est rien, mais c'est quand même pénible, dire stop quoi. Mais le pire qu'on découvre, c'est que nous, si on a la faculté d'enlever une main, de prendre la parole, de réagir, c'est qu'on découvre quand même au fur et à mesure de nos permanences, de nos rencontres, que c'est dans beaucoup de milieux comme ça, et surtout dans le milieu des assistants parlementaires, et donc il y a par exemple un bureau d'écoute à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a peu de plaintes parce que souvent on n'ose pas à cause de sa carrière, c'est ça qui est horrible. Et puis moi j'ai découvert dans le milieu du travail des comportements de harcèlement appuyé et les jeunes femmes qui viennent vous dire moi je ne dis rien parce qu'autrement je vais pas garder mon poste, je suis en CDD. Et justement, on a rencontré Cécile Duflot, un membre du parti écologiste, le même parti que Denis Baupin, ancienne ministre. Comme vous, elle a également signé cet appel dans le journal du dimanche. Elle était dans le Finistère, on l'a rencontrée, on l'écoute. L'histoire qui est arrivée en notre sein avec le témoignage d'un certain nombre de femmes qui ont été victimes de harcèlement ou d'agression par un homme de notre parti a finalement permis de lever une partie de l'omerta de ce qui se passe dans le monde politique, mais pas seulement. Aujourd'hui, une femme sur 5 dans le milieu professionnel, ça vaut pour les rédactions, ça vaut partout, est victime de ça et n'en parle pas souvent et se tait et se dit que c'est une forme de fatalité, qu'il ne peut pas y avoir de condamnation et puis qu'on va passer pour une rabat-joie et qu'on risque de perdre son emploi. Et donc je pense qu'il faut parler, voilà, et que c'était important que des femmes politiques, anciennes ministres dans toute leur diversité politique, disent que c'est une réalité, mais que ça n'est pas non plus une fatalité et qu'on peut y mettre fin. Alors au-delà de cet appel que vous avez lancé, il y a aussi des idées qui circulent pour lutter contre ce phénomène. L'allongement des délais de prescription pour les agressions sexuelles, la possibilité pour les associations de porter plainte en lieu et place des victimes. Est-ce que ça peut avoir un impact ou est-ce que tout ça, c'est pas une question d'éducation finalement? Alors il y a une question d'éducation, il y a une question d'éducation des hommes, et donc des jeunes hommes en particulier. Les femmes ne sont pas des objets et tout doit contribuer à ce que l'égalité soit réelle, on en est loin. Mais il y a aussi le fait que si, par exemple, je parlais d'un CDD, un contrat à durée déterminée, si je dis quelque chose, je ne vais pas passer en CDI. Une fois qu'on est arrivé en CDI, les 3 ans sont passés. Je pense que l'allongement de la prescription est quelque chose qui peut être important. Et puis, les associations, c'est déjà possible, mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Donc, au-delà des numéros verts, de tout ce qui peut exister, je pense que dans les grandes boîtes aussi, il va falloir que les DRH, moi j'avais fait un groupe RH privé, RH public, c'est-à-dire les grands groupes privés et le grand groupe public. Cette question avait été peu abordée, mais je pense qu'elle va être abordée maintenant, qui est de dire, partout où il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'écoutent, qu'on sache qu'un tel ou une telle est à disposition pour écouter, pour conseiller, et enfin, l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur l'accueil concernant les viols, heureusement. Mais quand il s'agit du harcèlement, il y a un découragement parce que les femmes nous racontent qu'elles arrivent, vous savez, ce sera difficile à démontrer. Est-ce que vous avez l'impression très rapidement que cet appel que vous avez signé peut changer quelque chose? Est-ce qu'on est dans une phase où enfin les choses peuvent évoluer rapidement? Oui, parce que les femmes vont se parler entre elles d'abord et puis vont s'encourager. Et je pense que, nous, on a vécu notre appel comme un encouragement à parler. C'est comme dit Cécile, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de supporter des choses pour progresser.
progresser dans sa carrière, non. Il faut parler. Merci beaucoup Marie-Lise Lebranchu d'être venue sur notre plateau. Et puis on reste avec des femmes en route peut-être vers la victoire. Les joueuses du Brest-Bretagne Handball ont pris le train ce midi, direction Paris et la salle de Bercy. Comme vous le voyez sur ces images, elles vont affronter Toulon pour la finale de la Coupe de France et on leur souhaite bien évidemment bonne chance. Et vous pouvez retrouver cette rencontre analysée, commentée lundi dans l'émission Multisport à 18h15 sur TBO. Direction les Côtes d'Armor à présent et on parle photographie avec Vincent Paulin, un photographe briochin qui a décidé de faire du neuf avec du vieux. Il réutilise le collodion humide, un processus de photographie du 19e siècle. C'est technique. À côté de sa vieille chambre photographique, il se livre devant la caméra d'Anne Burlot. Je m'appelle Vincent Paulin, je suis photographe depuis plusieurs années sur Saint-Brieuc. Dans mon activité professionnelle, en fait, je fais beaucoup de travail publicitaire et en parallèle, je fais beaucoup de projets personnels, comme le projet cette fois du collodion. Le collodion, c'est un procédé photographique inventé au milieu du 19e siècle, 1850-51, qui permet de faire des positifs sur verre ou sur fer. Donc je prépare mes chimies et je prépare tout de A à Z comme c'était fait à l'époque. Moi, ce que j'avais envie de faire avec ce projet-là, c'était d'essayer de faire des photos contemporaines avec un procédé ancien. Aujourd'hui, la mode, c'est vraiment de faire des fausses photos anciennes avec des procédés contemporains, à savoir utiliser le numérique et après utiliser des filtres ou autres pour donner l'illusion d'une vieille photo. Moi, j'avais envie de prendre complètement le contre-pied de cette tendance et faire des clichés contemporains, mais avec un procédé ancien. J'aime bien le rendu qui est assez unique en fait de ce procédé, le fait que chaque photo soit unique, on ne peut pas la dupliquer puisque c'est directement un positif sur verre, donc si la personne veut un second portrait, un second exemplaire, il faut faire une seconde photo. Le collodion, en fait, c'est très peu sensible à la lumière, c'est environ un ISO. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment ridicule. Donc on est obligé de mettre beaucoup de lumière, c'est pour ça qu'on voit sur la prise de vue que les éclairages sont assez proches du modèle. Et puis le temps de pose est long, sinon en fait on n'obtient aucune image, quoi. Donc c'est la contrainte du collodion, et pourtant quand ça a été inventé à l'époque, c'était révolutionnaire parce qu'au contraire on considérait que c'était un procédé ultra rapide. Avant l'apparition du collodion, il fallait compter entre 30 minutes et 1 heure de pause pour faire un portrait. Le fait que le procédé soit lent, en fait, on ne vole pas l'image de la personne, elle nous la donne vraiment, en fait. Elle est obligée de poser de manière consciente, en fait. On arrive à obtenir des expressions de visage qui sont d'une sincérité assez frappante. Et on parle de la nuit des musées à présent avec nos invités. Et ce samedi, c'est la nuit des musées, 12e édition de cet événement. Alors déjà, si vous voulez connaître les musées participants, foncez sur le site de l'opération www.nuitdesmusées.fr. Et nous, pour en parler, on reçoit Mathilde Pigalet et Fabienne Ruellon. Racontez-nous, mesdames, comment est-ce que ça fonctionne cette nuit des musées? Déjà, c'est un événement qui attire, 12e édition, il y a du monde qui vient. Il y a beaucoup de monde qui vient ce soir-là. On attend peut-être 1500 personnes au Musée des Beaux-Arts de Brest. Ce qui est plus que vos journées de fréquentation habituelles. Oui, clairement. Voilà, donc effectivement, c'est un événement qui attire beaucoup de monde. C'est un événement national et même européen. Donc effectivement, c'est un rendez-vous régulier pour le public. Pourquoi, Fabienne, ça attire autant de monde, cette nuit des musées? Parce qu'on organise énormément d'interventions, d'animations, que finalement les gens savent qu'il y aura du monde dans le musée. C'est moins impressionnant de découvrir un musée quand on sait qu'on va y croiser son voisin, sa famille, plutôt que d'être parfois dans des situations où on est tout seul face à une œuvre. Alors selon des chiffres parus en janvier, l'année 2015 a été difficile pour certains musées parisiens. On enregistre moins 11% de fréquentation au Centre Pompidou, moins 6% au Louvre. Alors une baisse qui pourrait s'expliquer à cause des attentats. Est-ce que vous constatez ici la même baisse de fréquentation ou c'est un phénomène typiquement parisien? Mathilde?
Alors, non, nous, Fabienne. non, du coup, moi, c'est Mathilde. Ah, pardon. C'est pas grave. Non, nous, on n'est pas confrontés à ce type de problème. C'est vrai que par rapport aux attentats, on a reçu effectivement des consignes du ministère de la Culture. Mais voilà, pour renforcer la sécurité. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins concernés, donc on ne constate pas cet élément-là. Je voulais juste préciser par rapport à la question précédente, ce qui attire aussi beaucoup le monde lors de la nuit du musée, c'est que c'est gratuit. Donc, oui, voilà, j'allais le préciser, parce que est-ce que la crise économique, ça touche aussi les musées? Parce que le reste de l'année, les entrées des musées sont payantes. Est-ce que ça peut être un facteur qui fait que la fréquentation est un peu en baisse aussi? Alors pour la nuit des musées, c'est sûr que la gratuité c'est un atout. Aide à faire venir les gens. Après, c'est vrai que ce soit à Quimper ou à Brest, il y a énormément de tarifs en fait spécifiques pour les personnes, par exemple en demande d'emploi, les étudiants. Voilà, c'est pas forcément si cher que ça le musée. Voilà, effectivement. Alors à Brest comme à Quimper, au musée des Beaux-Arts, vous proposez des visites éclairs ou visites flash. En 10 ou 20 minutes, on découvre une partie des collections. À Brest, déjà, vous expérimentez cela depuis tous les premiers dimanches de chaque mois. Est-ce que vous avez senti que ce format correspondait à une envie, Mathilde? Oui, enfin, c'est vrai que là, ce format-là est vraiment particulièrement adapté pour les moments où on a beaucoup de monde. En fait, l'idée, c'est que voilà, on est là juste pour découvrir. C'est des choses assez rapides, et après, on propose le reste de l'année des visites plus approfondies. Voilà, donc c'est Fabienne, vous faites ce format que pour la nuit des musées? Uniquement pour la nuit des musées, parce que c'est vrai qu'en 4 heures, accueillir plus de 1000 personnes, c'est une gageure et on ne pourrait pas monopoliser un guide pendant 1h30. Les gens ont tellement de propositions, parce qu'il n'y a pas uniquement un musée d'ouvert par ville. Oui. Dans une même ville, on peut circuler d'un lieu à un autre. Donc pour ne pas, pour qu'il y ait un maximum de choses de vues pendant cette nuit des musées, il ne faut pas monopoliser non plus une personne au sein d'un seul lieu, donc on fait des visites courtes. Ça veut dire qu'en 10 minutes, on découvre une œuvre, 2 œuvres? Comment ça se passe? Alors pour nous, en 10 minutes, une seule œuvre, on regarde son sujet, ses couleurs, la lumière, qui est l'auteur, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette œuvre-là, en quoi elle est emblématique de la collection du musée. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme œuvre, par exemple? Donnez-nous envie. Alors, pour vous donner envie, on a sélectionné des autoportraits, par exemple, parce que c'est notre fil rouge de l'été et du printemps, puisque actuellement on a une exposition d'enfants qui s'appelle Me, Myself and I, donc qui suis-je? Les enfants se sont représentés en autoportrait, plastique et littéraire. Ils ont également écrit qui ils étaient. Et ce fil rouge, il est choisi en fonction de l'exposition de l'été. Donc là, c'est l'autoportrait de Van Gogh. Ce sont les autoportraits du musée d'Orsay qui viendront à Quimper à partir du 17 juin. Et vous participez aussi, vous, à la classe L'œuvre, qui est ce programme mis en place pour attirer les enfants. On imagine qu'attirer les enfants, c'est aussi important. Ça veut dire que s'ils viennent jeunes, ils reviendront. Ça, c'est important pour vous de travailler avec les enfants à Brest aussi? Oui, complètement. Mais alors, c'est vrai qu'effectivement, la classe œuvre met en lumière des projets qu'on a avec les classes, mais c'est un travail qu'en fait, on mène toute l'année. Et là, donc, cette année, on accueille 2 classes qui ont travaillé avec nous pendant toute l'année et qui vont présenter leurs projets. L'idée de la classe œuvre, c'est vraiment que les élèves, les enfants, les adolescents, parce que ce sont plutôt des adolescents, en l'occurrence, deviennent des médiateurs, en fait, du musée. Donc, et attirent leurs parents. Ah, voilà, exactement, fassent venir leur famille. Et généralement, ça fonctionne très, très bien. Donc, nous, on a 2 projets. Là, un projet d'une classe Ulysse du lycée du Puy-de-Dôme qui a travaillé sur des maquettes de l'ancien pont tournant, puisqu'on a une exposition en ce moment sur le pont tournant, voilà. Et puis on a une autre classe qui est une classe de musiciens du collège Anna Marly, et là ils vont proposer une interprétation sonore de nos marines, donc nos œuvres qui représentent la mer, donc les tempêtes, les naufrages. Le public cherche à s'intégrer, à être acteur finalement du musée. Vous parliez des autoportraits avec les enfants. Les autoportraits, c'est un peu la version ancienne des selfies, donc c'est quelque chose qu'on imagine, ça permet de les attirer aussi vers l'art, vers une forme d'art. Ce n'est que notre travail que de trouver des astuces, des thématiques sympathiques qui vont attirer les gens pour regarder un art ancien ou moins anciens, parce que nos collections vont quand même jusque l'art d'aujourd'hui, mais on leur propose une thématique qui traverse les siècles et qui aboutit à aujourd'hui, pour l'autoportrait, au selfie. Donc oui, on va les encourager également à se photographier et pourquoi pas à poster cela sur les réseaux sociaux, puisque le ministère de la Culture... le ministère de la Culture a un hashtag NDM16 et incite le monde qui fréquente la nuit des musées à publier ces photos de la soirée. Et vous le disiez, votre travail, c'est d'attirer les publics. Il va notamment y avoir à Brest, vous recevez l'association Kutch. Alors il y aura des ateliers de création, un studio photo.
tout le monde devient un petit peu artiste à son niveau. C'est ça, il faut vraiment proposer des animations. Voilà, l'idée, oui, c'est ça, se proposer des animations. Et puis l'idée, c'est vraiment de s'approprier le musée, en fait, en faisant quelque chose et aussi en repartant avec un souvenir. C'est vraiment un peu notre idée avec Kutch, c'est que les gens repartent avec quelque chose qu'ils ont pu faire lors de la nuit des musées. Donc on aura 3 ateliers. Un atelier de sérigraphie qui permettra aux gens de s'initier à cette technique en fabriquant des tote bags. Donc c'est ce que je vous ai amené là. Donc c'est inédit. Il vient juste de sortir, il est tout frais. On aura un atelier tampon. Donc là, l'idée c'est de reconstituer éventuellement un paysage lié à Brest avec des anciens monuments de Brest donc qui sont tirés de nos propres peintures. Donc ici, par exemple, vous avez le petit tramway, donc l'ancien tramway qui circulait sur le pont tournant. Et puis, juste pour qu'on le voit très rapidement. Oui. Hop, je vais pas. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Merci. Voilà, puis on aura d'autres bâtiments de Brest, notamment des bâtiments disparus. Donc les gens pourront faire ça sur une petite carte postale et repartir avec. Donc c'est ce que j'ai là, notamment, si vous voulez. Hop. Et puis le 3e petit atelier, ça rejoint un peu ce qu'a dit Fabienne sur les selfies, puisque là c'est un petit studio photo, et donc les personnes se feront prendre avec des polaroïdes en prenant des poses liées aux œuvres du musée. Très pédagogique. Il y a des fois de repartir avec une œuvre, on repart avec un petit souvenir. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur notre plateau. À noter que d'autres musées dans le département participent, évidemment. Le musée de Pont-Aven, le musée de la Pêche à Concarneau, une exposition éphémère à l'abri Sadi Carnot à Brest, le Port-Musée à Douarnenez et bien d'autres. Profitez-en. Et on reste dans le domaine de la culture avec une polémique née sur la station RMC et qui n'en finit pas autour de l'œuvre de Didier Faustino, Les Jetés à Brest. L'épisode n'est toujours pas fini et notre chroniqueur Steven Leroy en profite. C'est la brève des trottoirs. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi, quoi? Hé, Eric! Eric! Oh, hé! Viens, mon copain, je t'attends. Je t'attends depuis 2 jours. Qu'est-ce que tu branles? J'ai déjà bu une demi-bouteille de jambes de chinois. Qu'est-ce que tu fous là-haut? C'est pas parce que j'allais dire que t'avais prendre attaquer dans ta gueule que t'étais obligé de sécher ton avion en trouvant une excuse à la con, hein. Tu pouvais venir, t'avais qu'à prendre l'avion d'avant ou l'avion d'après, on serait démerdé. Parce que la bourgeoise à la maison, depuis, elle me fait la gueule. Elle me dit, c'est pas comme ça qu'on reçoit les gens. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas l'électricité, l'eau courante et des monuments moches que ta vieille mère soigne encore les trucs à coups de canne avec des décoctions d'ortie et de couillou glazec. Non, t'aurais pu venir. Attends, on serait démerdé, on aurait fait une veillée, quoi. Non, voilà, toi, t'as préféré pas prendre l'avion, quoi. Parce que c'est con en même temps. Figure-toi qu'il y a un truc, depuis que t'as causé dans ton poste, les escaliers, figure-toi que c'est devenu un truc vachement à la mode, quoi. Tout le monde a un avis. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde s'en branlait, mais sévère, s'en battait les couilles d'une vigueur que tu peux même pas t'imaginer. Maintenant, tout le monde parle de ça. C'est comme le fibrome de ma mère. Avant que son chirurgien lui dise que c'était un peu problématique et que ça nous fasse des réunions de famille, tout le monde s'en tapait violemment les couilles, quoi. Mais non, voilà, maintenant, l'escalier, tu l'as réhabilité. Alors t'as des gens qui trouvent ça vachement bien, d'autres qui trouvent que ça coûte quand même un bras parce que c'est quand même moche comme un cul, ça. Et les gens passent devant et sont presque fiers maintenant d'avoir le truc le plus moche de France. Mais du coup, Eric, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu branles? Mais on t'attend là. Tu vas arrêter de nous prendre des poteaux à la con devant ton aéroport. Tu vas monter dans ton zinc ou tu vas prendre une carriole. Je peux t'en affréter une, j'ai un cheval qui a 74 ans. Et tu viens nous rendre visite quand même. On serait tellement content de t'avoir avec nous. Et je te promets, pas de taquet dans les molaires, pas de direct dans les dents, rien du tout, non. Personne avec toi, juste t'es là au milieu en train de parler d'un escalier. Ça va être vraiment super sympa. Tu peux le faire à l'Elysée, t'auras pas beaucoup plus de monde, à part peut-être le service d'ordre. Et on enchaîne avec le Focus Programme. Ce dimanche, vous avez rendez-vous à 19h avec Jacques Legros pour votre émission Terre de France tournée à Pont-Aven. Des images sublimes du musée, entre autres, à découvrir. On regarde un extrait. Après Morlaix, après Brest, Ouessant, nous sommes cette fois dans le Finistère Sud pour une émission autour de Pont-Aven. On va aller jusqu'à la mer, là? Alors, on va jusqu'à la mer. Vous arrêtez à Kerdruck. Nous, on va jusqu'à la mer. Donc, on va descendre tranquillement la Veine, en partant de Pont-Aven. C'est un bras de mer, en fait. Oui, c'est ça. On est sur le domaine maritime, là. Sur le domaine maritime. On n'est pas sur le fluvial, comme on dit. Pas du tout. En fonction des heures de la journée, on n'a pas les mêmes éclairages. Vous voyez, là, c'est la meilleure heure, là, le matin, parce qu'on a beaucoup de On voit bien les reflets de la végétation sur l'eau. Exactement. Mesdames, vous êtes allées au musée de Pont-Aven? C'est comment cette nouveauté?
C'est un bel endroit, évidemment. Ouais. Les collections sont sympathiques, le musée. On retrouve les collections qu'il y avait autrefois et puis des ajouts, puisqu'il y a eu des prêts du musée d'Orsay notamment, et puis des acquisitions récentes pendant la fermeture du musée. Donc c'était un bel endroit à découvrir. Donc de belles choses à découvrir. On rappelle la nuit des musées, c'est www.nuitdesmusées.fr. C'est ouvert jusqu'à minuit. Brest et Quimper, oui, c'est ça. Minuit, vous pouvez profiter des musées, voilà, pour plus les nombreuses animations. Vous me disiez, il y a du slam aussi, et oui, ça pour Quimper, on pourra faire un atelier d'écriture slam, donc dire qui on est et être enregistré. Parfait. Eh bien, écoutez, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Nous, on se retrouve lundi. C'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à très bientôt sur TVO. Ciao.